Cette vidéo fait suite à la vidéo sur le calcul de la différence de marche pour deux sources ponctuelles monochromatiques cohérentes au niveau du plan médiateur. Donc on va voir dans cette vidéo d'autres cas de figure intéressants. On avait vu effectivement qu'il était souvent utile d'un point de vue expérimental de visualiser la figure d'interférence dans la zone où la différence de marche était maximum, et cette zone est dans le prolongement de l'axe des deux sources secondaires S1 S2. Si on se place effectivement pour un point de cet axe, la différence de marche sera maximum, donc le déphasage entre les deux signaux sera maximum. On peut voir que la différence de marche, simplement, qui s'écrit toujours S2M moins S1M, on suppose toujours que la lumière est passée avant d'arriver au point M aux sources, donc la distance algébrique S2M et S1M sont les longueurs S2M et S1M. Si effectivement le point est ici sur l'axe, cette différence de chemin optique vaut petit a. C'est une valeur intéressante, elle va permettre de vérifier éventuellement les calculs plus complets qu'on pourra faire quand M n'est plus sur l'axe, et elle permettra, la plupart du temps, elle sera amplement suffisante pour les réalisations pratiques. La différence de marche peut se représenter, ici, toujours pareil, on peut tracer le cercle de centre M et de rayon S1 par exemple pour avoir ici le point tel que la longueur AM soit la même que S1M, ou bien on peut utiliser la bisectrice et tracer le segment orthogonal à cette bisectrice qui passe par S1 et qui va permettre de déterminer ici le segment correspondant à la différence de marche. Donc toujours à représenter cette différence de marche avant de faire son calcul. Comme pour le cas du point sur le plan médiateur, ici le calcul direct à partir de la figure n'est pas forcément simple, donc en fait la plupart du temps on se lance dans un petit calcul un peu plus complet, un calcul analytique. Ici il convient de repérer le vecteur S2M pour déterminer sa norme. Même chose pour le vecteur S1M. Donc on les construit, S2M, on le construit en prenant ce point. La norme donc de S2M va être racine de D plus A sur 2 au carré plus R carré, et celle de S1M, racine de D moins A sur 2 au carré plus R carré. On remarque là encore que quand R vaut 0, on a bien une différence de marche qui vaut A, et on a aussi surtout une différence de marche qui ne dépend que de R carré. Alors, c'est quelque chose qu'on pouvait voir directement sur cette figure ici, R étant la distance de M à l'axe, on a choisi les coordonnées polaires pour repérer le point M. Le fait que la différence de marche ne dépend que de R permettra de dire que tous les points M qui sont situés sur la courbe R égale à constante, donc sur un cercle, auront la même différence de marche, donc le même ordre d'interférence. On va donc avoir des cercles de même P, donc des franges circulaires. Dans la plupart des cas, petit r va rester assez petit devant la distance d. On va avoir ici une taille d'écran assez faible devant d. Donc on peut tenter de faire un développement limité pour obtenir d de r au voisinage du point de l'axe. C'est-à-dire au voisinage de la différence de marche égale à petit a. Ici, la différence de marche ne dépendant que de r carré, c'est une fonction de r carré. On peut faire un développement limité au premier ordre en r carré pour dire si R est suffisamment petit devant D, la différence de marche sera peu différente de A plus R carré fois une constante qui nous reste à déterminer. Ici, il est plus facile de faire le calcul de cette constante en utilisant en fait tout simplement un développement. Donc on va calculer la dérivée de cette fonction de R carré par rapport à la variable R carré, et on va faire le calcul en zéro, c'est la pratique des développements limités. La dérivée on a racine de 1 plus x à dériver par rapport à x, donc on obtient ici 1,5 racine de d plus a au carré plus r carré puissance moins 1. Le calcul en r égale à 0, puisqu'effectivement on fait le développement autour de r égale à 0, va donner 1,5, racine de d plus a sur 2 au carré va donner d plus a sur 2, on n'a que des nombres positifs. Pour le calcul ici de la dérivée de la deuxième racine, ça va être la même chose, il suffit de remplacer en fait a sur 2 par moins a sur 2.
On va donc se retrouver avec cette constante qui sera égale à, bon, on fait la somme, on réduit au même dénominateur, ouais. Et on obtient finalement a sur 2, ici on a une identité remarquable, un d carré moins a carré sur 4, pour l'expression de la dérivée de cette fonction de r carré par rapport à r carré en 0. Donc la valeur de la constante de notre développement limité. La plupart du temps, la distance entre les deux sources S1 et S2 est très petite devant D, étant donné qu'on est parti sur un développement limité ici, il serait, on va dire, inutile et dangereux de garder ce terme-là. Donc A sur D est du même ordre de grandeur que R sur D, si bien qu'on va se retrouver ici avec cette constante qui vaut A sur 2D carré moins A sur 2D carré. Donc ça nous permet d'écrire le développement limité au premier ordre en R carré sur D carré de la différence de marche. Et avec un petit arrangement, mais en facteur, on obtient ce résultat. Donc bien sûr, on retrouve toutes les propriétés. Si R est nul, delta vaut A, ça c'est important. Hein. Et ensuite, la différence de marche ne dépend que de R. On remarque aussi, chose qu'on pouvait voir sur la figure, que la différence de marche va être une fonction décroissante de R. Si on augmente R, delta va diminuer. Ouais, on peut se l'imaginer ici en faisant circuler M sur cet axe-là, on voit que delta est max et ensuite delta va bien diminuer. On le retrouve sur delta. Donc toujours penser à ces vérifications de pertinence. Bon, on ne parle pas de l'homogénéité ici, c'est évident. Si on cherche effectivement le lieu des franges de P égale à constante, les courbes P égale à constante, donc les franges, hein, on va obtenir ici delta sur lambda constant, donc on va obtenir R constant. On trouve bien ici nos anneaux. Alors on les appelle plutôt anneaux que cercles, puisque dans la pratique, eh bien, ces courbes vont avoir une certaine épaisseur. On a du mal à déterminer la valeur de P en regardant les courbes. P maximum, par exemple, eh bien, on aura une zone qui aura une certaine épaisseur, donc on préfère la dénomination anneau à la dénomination cercle. Donc on dira qu'on a des franges qui sont des anneaux. Pas oublier que l'ordre d'interférence maximum est au centre, donc ensuite l'ordre d'interférence va diminuer. En valeur absolue, tout dépendra bien sûr du sens choisi pour la différence de marche. Donc ici on a choisi une différence de marche positive. Donc P sera maximum ici égal à A sur lambda, delta sera égal à A. Si on cherche à repérer des anneaux brillants, eh bien en fait, au centre, on n'aura pas forcément un anneau brillant. P max n'est pas forcément un entier. Donc le premier anneau brillant va correspondre au premier entier en dessous de la valeur P max. Donc la partie entière de P max, la partie entière de A sur lambda. Pour l'anneau suivant, eh bien, on va descendre l'ordre d'interférence de 1, puisqu'on les a pris ici positifs. Donc on aura ici le deuxième anneau qui aura un ordre d'interférence P1 moins 1, etc. etc. Donc l'ordre d'interférence, hein, va être une fonction décroissante de la distance au centre des anneaux. On peut noter aussi que les anneaux ne sont pas espacés régulièrement. Inutile ici de calculer la différence de rayon, puisque la différence de marche sous la forme simplifiée ici dépend déjà de R carré. Si on prend ici une différence d'ordre d'interférence de 1 entre cet anneau-là et cet anneau-là, ou entre ces deux-là, la différence de rayon ne sera pas la même. Donc on perd ici la possibilité d'utiliser l'écart entre les franges pour avoir des propriétés sur le système. Si bien que d'un point de vue expérimental, on s'intéressera surtout à l'ordre d'interférence au centre. Hein. Le calcul ici des rayons des anneaux brillants servira juste à déterminer si on voit sur l'écran effectivement ces anneaux ou pas. Donc une lisibilité expérimentale de la figure d'interférence plus qu'une donnée qui servira à faire des mesures dans le cas d'interférence à deux sources. Alors on va passer en vue d'autres cas de figure, en particulier le cas des interférences à l'infini. Donc on a toujours nos deux sources ponctuelles, mais cette fois-ci, eh bien, on s'intéresse à l'interférence donnée par des signaux qui sont portés par deux rayons parallèles. Donc si les rayons issus de S1 et S2 sont parallèles, pour effectivement arriver à superposer les signaux, on a besoin d'une lentille qui va permettre ici de superposer les signaux dans le plan focal image de la lentille. Pour calculer la différence de phase en M, donc la différence de marche, on a un petit problème. En traversant la lentille, on ne peut plus calculer de chemin optique.
On sait que la lentille ici, représentée par ce segment, en fait, a une épaisseur optique qui n'est pas nulle, et on ne connaît pas cette épaisseur optique. Donc en fait, on va utiliser eh bien, tout simplement des comparaisons. On va regarder quand est-ce que les chemins optiques sont les mêmes, même si on ne peut pas obtenir leur valeur. En particulier, on va utiliser le principe du retour inverse et du stigmatisme de la lentille. On va imaginer que M est une source et qu'elle émet une onde sphérique. Donc pour la source émise par M, on a ici une surface d'onde, une surface équiphase. Donc on peut ici comparer pour les deux trajets les différences de phase. Donc par exemple, si je pars de M et si j'arrive ici, j'aurai la même différence de phase entre M et ce point-là. Ces deux points-là sont mis en phase, ils appartiennent à la même surface. Donc même si je n'essaie pas de calculer ces chemins optiques, je sais ici qu'ils sont identiques et que leur différence est nulle. Si je poursuis après la lentille étant stigmatique, la distance ici, ou M étant la distance focale de la lentille, je vais me retrouver en sortie avec une onde plane. Donc je peux poursuivre ici le raisonnement en disant, si je prends ici ce point-là, le chemin optique pour aller jusqu'à M va être le même que le chemin optique pour aller de M à ce point-là. Donc je n'ai pas calculé ces chemins optiques, je ne le peux pas à cause de la lentille. Par contre, je sais que ces deux chemins optiques, M pour ce point et M pour celui-là, sont identiques. On peut prendre ici eh bien, n'importe quel plan, orthogonal ici au rayon. On va obtenir ici que le chemin optique de MI1 est le même que le chemin optique de MI2. Donc en utilisant le principe du retour inverse, le chemin optique cette fois-ci de I1 à M va donc être le même que le chemin optique de I2 à M. Donc on ne les a pas calculés, mais on sait que leur différence est nulle. Il n'y a pas ici d'écart de chemin optique. Donc il faut bien faire attention, en particulier les points I1 et I2 ne sont pas en phase, puisque ces rayons bleus et rouges n'appartiennent pas à la même onde plane. Ils sont issus de la même onde parce qu'ils viennent tous de la source S, la première source. Mais ici, ils ne forment plus une onde plane, donc on ne peut plus vraiment dire que I1 et I2 sont en phase. Par contre, on sait que jusqu'à M, il n'y aura pas de nouvelle différence de phase entre ces deux points. Donc ça va permettre d'utiliser ici un calcul à peu près identique pour le cas de nos sources. Donc on va reprendre les deux cas de figure, hein, le cas où on regarde ce qui se passe avec un écran qui est parallèle, enfin une partie parallèle à la direction S1, S2, c'est une droite et un plan. Donc en suivant le même raisonnement ici, eh bien on peut poursuivre ce plan jusqu'à ce que le point I1 soit confondu avec le point S1. Et on saura que le chemin optique de S1 à M sera le même en fait que le chemin optique de ce point-là jusqu'à M. Donc il va être facile là de faire intervenir la différence de phase. Si une différence de phase se produit entre les deux rayons, elle se produit avant d'arriver à ce point-là pour le rayon rouge. Donc on a ici la différence de marche correspondante. Il faudra éventuellement, bien sûr, toujours pareil, rajouter une différence de marche supplémentaire à cette différence de marche si S1 et S2 ne sont pas en phase. Donc on suppose ici que ce delta référence est nul. Donc on obtient ici directement par utilisation de la trigonométrie delta égale à sinus alpha. Si jamais l'angle alpha ici est le même que celui-là, c'est-à-dire si ici cet axe-là est bien orthogonal à S1, S2, eh bien pour la lentille, a priori, il y a nécessité d'être dans les conditions de Gauss si on utilise une lentille qui n'est stigmatique que dans les conditions de Gauss. On peut noter que la différence de marche delta, c'est aussi la projection du vecteur S2, S1 sur la direction du rayon, enfin la direction des rayons bleus et rouges, qu'on peut appeler ici, qu'on peut noter par U, un vecteur directeur normé. Hein. Donc la différence de marche delta, c'est S2, S1 scalaire U. Donc condition de Gauss, éventuellement pour la lentille, ce qui nous permet ici d'avoir de petits angles, donc d'exprimer la différence de marche sous cette forme simplifiée. L'angle alpha ici vaut x sur f, et on obtient ici une différence de marche qui vaut x sur f. Il est intéressant à noter qu'elle ressemble à la différence de marche à distance finie à x sur d en remplaçant d par f. C'est un moyen qui permet de la retrouver rapidement sans démonstration. Ici, on retrouve bien sûr, une fois qu'on a cette différence de marche, elle ne dépend que de x, donc on aura une figure d'interférence composée de franges rectilignes parallèles à l'axe des y, x égale à constante, et on peut calculer l'interfrange de la même manière qu'on l'avait fait précédemment. Donc rien de neuf de ce point de vue-là, avec les mêmes remarques.
Donc on dira qu'on a affaire à des franges rectilignes, et on dira franges rectilignes à l'infini, ça signifie effectivement qu'on les a regardées dans le plan focal image d'une lentille, et qu'elles proviennent de la superposition de deux rayons parallèles issus de S1 et S2. Alors on peut faire la même chose pour S1 et S2, disposé de cette manière-là, de manière à regarder la différence de marche maximum. Le raisonnement pour le calcul de la différence de marche est le même. C'est-à-dire qu'ici, on va se retrouver avec la différence de marche delta qui se produit avant d'avoir atteint ici un plan passant par S1. Ensuite, plus de différence de marche entre les rayons rouges et les rayons bleus. Donc là encore, la trigonométrie permet de calculer la différence de marche. Bon, dans ce cas de figure-là, on observe toujours la différence de marche autour de la différence maximum. Donc là, on sera toujours dans le cas d'un angle assez faible, finalement, que la lentille soit stigmatique ou pas, c'est pas le problème. Ouais. Donc on voudra regarder ce qui se passe pour alpha petit. On note que la différence de marche peut toujours se mettre sous la forme S2, S1 scalaire U, le vecteur directeur correspondant à ces rayons, le directeur normé. Donc la projection de S2, S1 sur la direction U. C'est quelque chose d'intéressant qui resservira quand on fera les calculs de diffraction pour exprimer rapidement une différence de marche. Dans le cas, bien sûr, de l'interférence de deux rayons parallèles. Ici, condition de Gauss, en tout cas à petits angles, on retrouve ici une expression qui aussi ressemble beaucoup à l'expression obtenue pour la différence de marche à distance finie en remplaçant la distance d par petit f. Il est clair que ce calcul est plus facile à réaliser, donc si on veut retrouver sans démonstration le résultat à distance finie, eh bien on peut utiliser le résultat à l'infini, dans le plan focal de la lentille, et remplacer f par d. C'est un moyen rapide de retrouver le résultat, mais bien sûr, ça ne constitue pas une démonstration. Là encore, même remarque, delta ne dépend que de R, donc les lieux de même différence de marche, de même ordre, les franges vont correspondre à R égale à constante, donc des anneaux, avec Pmax au centre, R égale à 0, on obtient D égale à A. On a des anneaux à l'infini, là encore, à l'infini signifie interférence entre les deux rayons parallèles et observation dans le plan focal, image d'une lentille, par exemple. Alors, dernier cas de figure, le cas où les deux sources sont à l'infini, c'est-à-dire le cas où on obtient deux ondes planes qui interfèrent. C'est un cas assez intéressant puisqu'en fait, c'est un cas qui pourrait être reproduit directement à partir des calculs électromagnétiques. Un résultat qu'on retrouvera par exemple pour le calcul du champ électromagnétique dans un guide d'onde rectangulaire. Donc ici, mes sources S1, S2 étant à l'infini, je ne peux pas m'en servir comme référence pour la phase. Je vais être obligé d'utiliser en fait des plans d'onde. Alors on va observer sur un écran, on va graduer ici, enfin on va choisir un repère tel que l'écran soit orthogonal déjà à la bisectrice, enfin au plan bisecteur des deux faisceaux. Et on va prendre ici une origine sur ce plan. L'utilisation de plans d'onde de référence va permettre d'avoir effectivement une référence de phase. On va considérer que les ondes bleues et rouges, ici, sur ces plans-là, bien sûr, tous les rayons bleus ont la même phase. Ici, pour tous les rayons rouges, on a la même phase. Et donc, il suffit de connaître la différence de phase entre n'importe quel point de ces deux plans pour être capable de calculer la différence de phase après ces deux plans. Alors, on va considérer ici que ces deux plans de référence sont deux plans qui sont en phase. S'il y a un déphasage entre eux, on aura un delta référence supplémentaire à ajouter. Pour le point M, le rayon de l'onde bleue ici va passer par I1 et le rayon de l'onde rouge va passer par I2. On a affaire à deux ondes planes. En faisant intervenir ici la différence de phase nulle entre ces deux plans, on aura directement que la différence de marche complète sera égale à I de M moins I1M. Alpha va être l'angle que font les rayons rouges avec cet axe, et bien sûr les rayons bleus font l'angle opposé. Ici, pour obtenir rapidement la différence de marche, on peut utiliser le segment image par la symétrie par rapport au plan bisecteur, donc l'image de I1M, qui va être ici. Donc on a pris l'image de
I1 une image de M. Bien sûr, ce segment en noir ici a la même longueur que le segment bleu. Donc la différence I de M moins IM sera directement, avec ici une projection orthogonale, sera directement ici cette distance-là qui sera la différence de marge delta. Donc on peut la faire figurer sur la figure. Et en agrandissant un petit peu cette zone, avec ici l'angle alpha, la distance 2x entre M et son symétrique, on obtient facilement la différence de marge delta qui vaut 2x sinus alpha. Là encore, pour des conditions d'observation, il faut que l'angle alpha soit petit. Si on veut observer la figure d'interférence à l'œil nu, pour des longueurs d'onde dans le domaine du visible, on obtiendra 2 alpha x.